Les autorités sud-coréennes ont signé à Séoul un mémorandum de coopération avec les ministres de 8 pays africains pour lancer le projet de la ceinture de riz. C'est ce qu'a déclaré lundi le ministre sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Le riz est l'un des aliments de base les plus consommés dans le monde. Il est aussi, avec le maïs et le blé, l'une des céréales les plus consommées en Afrique. Au fil du temps, l'Afrique est devenue un grand consommateur, mais surtout un grand importateur de riz. Fait étonnant, les Africains importent la moitié du riz qu'ils consomment et le paient au prix fort. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Si vous lisez cet article sur le site Mordor Intelligence, on vous dit que le pays a importé pour 550,3 millions de dollars de riz en 2020. Soit 1,1 million de tonnes métriques. Alors que le GOCI estime que 2 millions de tonnes métriques de riz usiné satisferaient la consommation intérieure d'ici 2025. Cet article de Abidjan Net nous dit que le besoin de consommation en riz blanchi en Côte d'Ivoire est évalué à environ 2,6 millions de tonnes par an contre une production nationale de 1,3 million de tonnes par an. Si on prend le cas du Nigeria, qui est d'ailleurs le plus grand consommateur de riz sur le continent, cet article de Commode Africa nous dit que l'USDA estime que les importations de riz du Nigeria s'élèveront à 1,5 million de tonnes en 2022-2023, en baisse de 47% par rapport à 2021-2022. Et pourtant, ce qui est encore très loin du compte, car le géant africain en consomme près de 6,5 millions de tonnes par an et n'en produit que 2,5 millions. D'après cet article qui date de 2017. Alors j'ai envie de poser une question. Pourquoi des États qui cherchent à atteindre l'autosuffisance alimentaire importent-ils d'aussi grandes quantités de cette céréale? Parce que oui, on cultive du riz en Afrique et je ne parle pas de gens qui font de l'agriculture dans la cour de leur maison. Les 5 premiers producteurs de riz en Afrique de l'Ouest par exemple sont le Nigeria avec 3 millions de tonnes en 2021, la Guinée avec 1,95 million de tonnes en 2022-2023, le Mali avec 1,8 million de tonnes, la Côte d'Ivoire avec 1,1 million de tonnes et enfin le Sénégal avec 950 000 tonnes. Avec ces chiffres-ci et ce que je vous ai donné plus tôt, vous comprenez que ces pays-là ne produisent pas assez de riz pour répondre à la demande nationale malgré les efforts qui ont été faits dans ce sens, autant par les gouvernements que par les populations. Vue du ciel, c'est une mer verte. Des hectares de champs couleur émeraude dans la vallée du fleuve Sénégal. Une culture vitale pour le pays, le riz. Des rizières essentiellement cultivées par les femmes. Les tiges de riz sont coupées avec des faucilles et des couteaux, les grains de riz récoltés avant d'être envoyés en usine. On privilégie une production bio du riz, sans engrais ni urée. On n'utilise que du compost. On préfère ce riz produit localement parce que le prix du riz importé est très élevé actuellement. Et on aimerait bien augmenter nos productions chaque année pour assurer notre approvisionnement et délaisser le riz importé. Notre but est de faire en sorte que tout le Sénégal ne consomme que ce riz local. L'autosuffisance, c'est ce que visent ces paysannes sénégalaises. Leur production est destinée au marché intérieur, le Sénégal étant un grand consommateur de riz. Si nous continuons à produire chaque année cette quantité de riz, nous n'aurons plus besoin d'en importer. C'est notre principal objectif. En plus, ce riz local est plus sain et a un goût meilleur que le riz importé. Le riz importé vient d'Inde, qui a produit moins cette année à cause de la sécheresse. Le premier exportateur de riz au monde a donc annoncé en septembre qu'il allait réduire ses ventes à l'étranger. D'où le risque de pénurie au Sénégal. Pendant ces 10 dernières années, nous importons autour de 900 000 tonnes. Cela permet un peu de stabiliser le prix du riz au niveau national. Parce que si tel n'était pas le cas, tout simplement, vous allez observer des pénuries dans un certain nombre de zones et cela va pousser certains acteurs à faire de la spéculation, rendre le prix du riz un peu plus cher. 900 000 tonnes importées, 840 000 tonnes produites localement. Un chiffre en hausse constante. Pour les cultivateurs sénégalais, leur pays n'a pas besoin de l'Inde, mais de plus de moyens misés sur le secteur. Si les autorités sénégalaises s'investissent, on peut atteindre l'autosuffisance en riz en 2 ans, alors que ça fait des décennies qu'on nous vend ce rêve. Nous avons les terres, le fleuve Sénégal est tout proche. On n'a pas d'excuses. La vérité est qu'il y a une mauvaise politique dans ce secteur. Les riziculteurs ont des problèmes d'aménagement des champs et d'accès. Ils n'ont pas les financements qu'il faut pour augmenter leur production.
Selon les autorités, la filière a besoin de 2 milliards d'euros d'investissement pour parvenir à l'autosuffisance, pour acquérir des machines comme des moissonneuses-batteuses et refaire les digues et les canaux d'irrigation des rizières. Pour l'heure, les quantités produites restent insuffisantes, mais la qualité du riz, elle, s'est améliorée. Il n'y avait que des petites unités artisanales qui traitaient le riz et donc le produit fini n'était pas forcément aux normes, n'était pas d'excellente qualité. Depuis les années 2010 pratiquement, il y a de nouvelles unités industrielles, de petites et peut-être moyennes industries qui sont en place et qui font un traitement excellent du riz, donc vraiment de riz de qualité maintenant qui est produit. D'ici 2030, la consommation de riz au Sénégal devrait atteindre 1,5 million de tonnes par an. Le pays espère suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire, où les quantités importées d'Inde ont chuté de 25% depuis 2021, grâce à une hausse de la production de riz ivoirien. Mais il y a d'autres raisons. Au Sénégal, par exemple, 98% du riz importé est de la variété brisée peu coûteuse qui entre dans la composition du plat national, le thiéboudienne. Cette variété est préférée par les consommateurs, parfois au détriment du riz blanc entier produit localement qui est écoulé en partie vers la Guinée-Bissau, le Mali, la Gambie et la Mauritanie. Vous comprenez donc qu'au-delà de la quantité de riz produite, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, comme par exemple le prix du riz local bien sûr, mais aussi son goût, sa texture, etc. etc. Ce qui amène les États à importer la céréale. Mais en juillet dernier, il va se passer quelque chose qui va bouleverser nos habitudes. L'Inde interdit l'exportation de riz blanc non basmati, hausse du prix attendue en Afrique. Le gouvernement indien a annoncé jeudi 20 juillet l'interdiction des exportations de riz blanc non basmati dans le but de freiner l'inflation de cette denrée essentielle dont le pays est le premier exportateur dans le monde. Les prix du riz ont fortement augmenté dans le marché intérieur ces dernières semaines. Alors, cette décision du gouvernement indien d'interdire l'exportation du riz non basmati a eu des répercussions sur les prix mondiaux du riz. Mais encore plus grave, il y a des États qui ont été fortement impactés par cette décision. À l'image, par exemple, vous avez des pays dont 90% des importations proviennent de l'Inde. Et même si on n'est pas aussi dépendant de ce pays, on peut être dans le même cas que le Sénégal, dont 55% des importations venaient de l'Inde. Alors, maintenant qu'on a toutes ces données, on peut résumer la situation en quelques points. Tout d'abord, le riz est une denrée stratégique pour la sécurité alimentaire. Le riz est la source d'énergie alimentaire prédominante en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, et est la seconde plus importante source de calories en Afrique. Ce qui explique bien que, concernant le commerce, bien que ne représentant que 13% de la population mondiale, l'Afrique représente 32% des importations mondiales de riz, ce qui en fait un important acteur du commerce international du riz. Malgré les efforts menés, l'impact sur les économies est encore présent. La production locale de riz ne couvre que 60% de la demande en Afrique, donnant lieu à des importations de 14 à 15 millions de tonnes par an, coûtant plus de 6 milliards de dollars américains, ce qui constitue des pertes considérables en réserve de devises étrangères du continent. Mais on sait aussi qu'en Afrique, il existe une forte croissance de la demande. La demande de riz augmente de plus de 6% par an, plus vite que toute autre denrée de base en Afrique subsaharienne, du fait de la croissance démographique, de l'urbanisation et du changement des préférences des consommateurs. Mais alors, pourquoi importer alors que cette demande de plus en plus grandissante peut être orientée dans nos intérêts? Elle constitue une voie viable pour l'emploi des jeunes. Le secteur rizicole a le potentiel d'employer la plupart des 17 millions de jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail en Afrique subsaharienne. Et c'est donc à ce niveau qu'intervient le programme Ceinture de riz. La République coréenne et 8 pays d'Afrique ont proclamé le lancement officiel du projet de la ceinture de riz coréen, dans le cadre duquel, afin d'augmenter la production de riz, des variétés de riz sud-coréen et des technologies agricoles seront transmises. Les pays ont conclu un mémorandum d'accord visant à bâtir un système de coopération internationale à long terme, a indiqué le ministère. Le Cameroun, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Sénégal et l'Ouganda sont les partenaires africains de Séoul. Le projet sera mis en œuvre dans le cadre de l'aide publique au développement. Le ministre coréen de l'Agriculture a déclaré que la ceinture de riz avait pour but d'aider les pays africains à renforcer leur autosuffisance dans la production de cette céréale. L'agence de presse Yonhap souligne qu'en 2020, tous les pays africains ont consommé 301 millions de tonnes de riz, mais n'en ont produit que 210 millions.
La Corée du Sud prévoit donc d'allouer un total de 80 millions de dollars à cette nouvelle initiative jusqu'en 2027. Alors, le projet ceinture de riz de la Corée du Sud semble viser à améliorer la production locale de riz en Afrique grâce à la fourniture de variétés de riz à haut rendement, de machines agricoles et de connaissances agricoles. Cela pourrait potentiellement contribuer à renforcer l'indépendance alimentaire de ces pays en augmentant leur capacité à produire leur propre riz et donc à réduire leur dépendance vis-à-vis des importations alimentaires. Les avantages potentiels de ce projet pour l'indépendance alimentaire en Afrique pourraient inclure une augmentation de la production alimentaire locale. En améliorant les techniques de production de riz et en fournissant des variétés à haut rendement, le projet pourrait accroître la production alimentaire locale, réduisant ainsi la nécessité d'importations massives. La réduction de la dépense aux importations. En renforçant la capacité des pays africains à produire leur propre riz, le projet pourrait aider à réduire leur dépendance aux importations alimentaires, ce qui pourrait avoir un impact positif sur la sécurité alimentaire. Le transfert de connaissances et de technologies. Le partage de savoir-faire agricole et l'introduction de machines agricoles modernes pourraient contribuer à moderniser les pratiques agricoles locales et améliorer l'efficacité de la production. Cependant, il existe néanmoins des considérations à prendre en compte. Tout d'abord, la souveraineté alimentaire. Il est important de s'assurer que le projet respecte les priorités et les besoins des pays africains partenaires, afin de ne pas compromettre leur souveraineté alimentaire en privilégiant la production d'un seul aliment. Le riz c'est bien, le riz c'est bon, mais il y a plein d'autres aliments qui entrent dans notre alimentation, mais qu'on ne produit pas suffisamment. Au Cameroun par exemple, en 2019, la demande de maïs était de 2,8 millions de tonnes pour une production nationale de 2,2 millions de tonnes. Ensuite, on a la durabilité environnementale. Il est crucial que les méthodes agricoles promues par le projet soient durables sur le plan environnemental, afin de préserver les ressources naturelles et de minimiser les effets néfastes sur les écosystèmes locaux. Il faudrait donc éviter les pesticides et autres engrais qui pourraient à terme fragiliser les sols ou même contaminer les cours d'eau avoisinants. Cours d'eau qui, je le rappelle, les populations rurales utilisent beaucoup pour leurs besoins domestiques. La participation communautaire. Impliquer les communautés locales dans la planification et la mise en œuvre du projet est essentiel pour garantir son efficacité à long terme et éviter toute marginalisation des populations locales. Cela permettra aussi, comme je l'ai dit plus tôt, de donner de l'emploi aux jeunes, mais cela pourrait aussi aider à réduire l'exode rural et permettre le développement des localités concernées. En fin de compte, l'efficacité et les conséquences du projet ceinture de riz de la Corée du Sud pour l'indépendance alimentaire en Afrique dépendront de la manière dont il est mis en œuvre, de la collaboration avec les pays partenaires et de l'attention portée aux aspects sociaux, environnementaux et économiques. Évaluer de façon continue et s'adapter en fonction des circonstances locales seront essentiels pour mesurer l'impact réel du projet sur l'indépendance alimentaire en Afrique. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.